Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Pierre-André Périssol. Première partie, les études, les débuts en politique, le livre choc. Pierre-André Périssol, bonjour. Vous êtes aujourd'hui maire de la belle ville de Moulins, mais vous avez été ministre du Logement entre 1995 et 1997. Et vous êtes un des très rares, peut-être même le seul titulaire de ce portefeuille, à avoir eu une expérience très directe dans le domaine du logement avant ce portefeuille, et même d'avoir en quelque sorte présenté votre programme dans un livre en mal de toit que vous avez apporté d'ailleurs. Mais avant de parler de cette action ministérielle, je vous propose qu'on parle de ce qui s'est passé avant. Donc vous êtes né à Nice en 1947, des études brillantes, si je comprends bien, puisque vous voici à l'école polytechnique en 1966. Oui, brillant, on peut dire ça. L'école nationale des ponts et chaussées. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de ces belles écoles? Écoutez, en tout cas, quand j'étais au ponts et chaussées, j'ai vraiment réalisé que ce que je voulais être dans la vie, c'est un bâtisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va construire ce dans quoi on va vivre. Que ce soit une ville, j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma vie professionnelle en étant chargé des études d'une ville nouvelle. C'était 50 ans en Yvelines. C'était les villes nouvelles, c'était le bébé du général de Gaulle qui voulait, en matière d'urbanisme, structurer le développement de la région parisienne par ces villes nouvelles. Là, on est dans les années 70. Absolument. Et j'ai eu la chance. C'est vraiment une question d'opportunité. Lorsqu'en 1974, Jacques Barrot devient secrétaire d'État au logement, il cherchait dans ses conseillers un ingénieur des ponts, et on avait un ami commun, on ne se connaissait pas du tout, on avait un ami commun qui a fait en sorte que ma vie s'est orientée là, et on a lancé d'ailleurs avec Raymond Barre les grandes réformes de l'aide personnelle au logement. Ça a été vraiment création de l'ANA. Voilà, ça a été une grande réorientation de la politique du logement. Et cette expérience quand même avec Jacques Barrot, deux mots de ce personnage que je salue, dont je salue la mémoire. Tout à fait, qui était un homme de Haute-Loire. Et un homme de Haute-Loire, absolument, vous avez raison de le souligner, et qui était aussi un homme de cœur et un grand ministre du logement. Donc j'imagine que l'expérience à ses côtés, c'est passionnant, parce que on se retrouve au cœur de la décision publique. C'était passionnant parce que on avait véritablement, on sortait d'une période qui était un peu la reconstruction d'après la guerre, où toutes les aides étaient celles qui avaient été arrêtées dans les années 46, 47, 48, et où on a véritablement rechangé. Il y avait des aides à la pierre, on a maintenu des aides à la pierre, on a fait des aides à la personne, et on a vraiment essayé de concevoir une vraie nouvelle politique du logement, ce qui a été le cas avec l'appui d'ailleurs du président de la République, Giscard d'Estaing à l'époque, qui avait voulu ces réformes. Et comme je pense que je suis vraiment d'abord un homme d'action, j'ai voulu mettre en œuvre, vivre de l'intérieur ce qu'on pouvait faire en matière d'habitat social. Et donc, je suis parti et j'ai créé le groupe Arcade, qui est avec la volonté d'avoir un groupe généraliste qui intervenait dans tous les secteurs du logement social, et qui progressivement est devenu, d'ailleurs avec surtout mes successeurs, on en fait un très grand groupe. Mais l'intérêt, c'était d'avoir un groupe, certes public, mais qui avait une rigueur de gestion et qui est devenu un des grands groupes qui intervient dans le logement social et qui intervient non seulement pour faire des logements, mais aussi pour faire en sorte qu'ils vivent dedans. Et aujourd'hui, le groupe Arcade se positionne, par exemple, sur le logement santé, sur qu'est-ce qui fait que quand je suis dans un logement, non seulement je suis logé, mais en plus, en fonction de la vie qui me permet d'avoir,
je vais avoir une vie saine et autre. Donc cette appétence pour le logement, elle apparaît donc très tôt dans votre carrière professionnelle, puisque vous créez donc ce groupe. Mais il y a aussi par ailleurs et en parallèle un engagement politique. Alors peut-être 2 mots de cet engagement. Pourquoi ne pas avoir choisi simplement, je sais pas si c'est le mot, mais enfin l'idée d'une carrière classique, on va dire. Encore une fois, quand vous voulez bâtir, la vie politique peut avoir plusieurs motivations. Pour moi, elle a toujours eu celle de construire quelque chose. Pas forcément d'ailleurs dans le cadre de vie, ça peut être une politique en matière éducative, ça peut être une politique Vous avez d'ailleurs en matière sociale. Ce sont des sujets qui sont très importants pour moi. Mais la vie politique, pour moi, ou plus exactement, avoir un mandat politique vous permet d'avoir les moyens de faire quelque chose pour votre territoire, pour notre société, pour résoudre tel ou tel problème qui affecte la vie des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Si on le fait là-dessus, pour moi, voilà, c'est plus intéressant que le côté partisan, politique, etc. Mais c'est quelque chose, la vie politique, c'est ce qui vous permet d'agir. Surtout, j'imagine quand même qu'il y a peut-être aussi des rencontres personnelles. Parce que vous allez être conseiller de Paris à partir de 83, et j'imagine que la rencontre avec Jacques Chirac est pour vous importante. C'est quelque chose de très important. Alors, j'ai pas été très proche de lui tout de suite parce que c'est quand même une très très grande maison. Oui. Mais j'avais été élu dans un arrondissement qu'on donnait imprenable, qui était le 13e arrondissement. Sont les meilleurs de Paris, absolument. Et voilà, j'ai été amené à intervenir sur un certain nombre de sujets, dont le sujet éducatif, qui m'a passionné. Et en 1992, Juppé m'envoie en me disant, écoute, t'as aucune chance d'être élu à Moulins, parce que c'est une terre qui est vraiment... oui, qui était une vieille terre... Très difficile. Absolument, communiste en partie dans l'Allier, absolument. Hein, avec des grandes figures. Mais voilà, va là-bas, tu t'implanteras, etc. Et je suis élu député. Et en 93-94, vous vous en rappelez probablement, c'est la plus grande crise que on ait connue, conséquence de la guerre du Golfe, etc., qui fait que les crédits explosent, que le logement va connaître une très très grave crise. Et lorsqu'arrive l'élection présidentielle, j'avais utilisé, entre guillemets, mon mandat de député pour dire, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est pas moi qui pensais avoir à le faire, mais je me suis dit, je suis parlementaire, je dois apporter une réponse. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise et relancer ce secteur? Alors, on en arrive justement à ce livre, En mal de toi. Moi, je m'en souviens très bien parce que les moins de 20 ans, peut-être, s'en souviennent un peu moins, mais je pense. À l'époque, j'étais déjà journaliste dans ce secteur, et c'est vrai que ça a été un peu un pavé dans la mare, et on voyait d'abord une pensée assez claire. Il y avait une forme de programme clairement présenté, d'ailleurs, de façon extrêmement chapitrée, très claire. Et c'est, à mon avis et à ma connaissance, vous ne saviez pas encore que vous seriez ministre du Logement. Peut-être l'espériez-vous, vous n'y étiez peut-être pas hostile, mais on peut jamais prévoir ce genre de choses. Qu'est-ce qui a fait que vous avez présenté ce programme avec autant de clarté, je dirais? D'abord, j'ai réuni tout un ensemble d'acteurs qui n'avaient rien de politique, des acteurs professionnels, mais des acteurs associatifs, c'est-à-dire en se demandant qu'est-ce qui pouvait être fait qui redonne au logement la place qu'il doit avoir. Pour moi, beaucoup dans la vie politique, on aborde le logement quand il y a une crise de la construction. C'est un élément. Et pour moi, c'est pas ça. Le logement, c'est quelque chose qui est fondamental à la société. Certes, c'est très important qu'il apporte sa pierre. C'est sans jeu de mots, qu'il apporte sa pierre à l'activité économique, aux entreprises de construction, c'est évident. Mais le logement, c'est quelque chose qui est fondamental à la société. Vous savez, c'est quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais mis d'ailleurs
à la fin de mon livre, je crois, dans les lettres de l'alphabet. La première, c'est A, qui vient de alpha, qui renvoie à un mot hébraïque, ancien, qui signifiait le bœuf. C'est-à-dire, la première lettre, c'est de manger. Et si on mange, on peut survivre. La deuxième lettre, c'est B, bêta, qui vient de baït, qui voulait dire maison. Et donc, le premier, c'est la nourriture, la deuxième, c'est le toit. Et donc, on voit bien l'importance du logement. On le voit, ça va de soi, mais souvent, on oublie cette importance sociétale, cette importance de réalisation. Et on sait d'ailleurs très bien qu'aujourd'hui, où le mariage et tous les couples qui vivent ensemble ne sont pas mariés, en revanche, ce qui, pour un couple, lui fait sentir que il est en couple, c'est quand ils vivent ensemble, mais surtout s'ils achètent un bien en commun. C'est ça qui fait. Et donc on voit bien la dimension qui n'est pas simplement une dimension économique, mais qui est une dimension vraiment sociétale, de réalisation de soi, d'ouverture. La sécurité, la première sécurité qu'on doit à des jeunes, c'est de pouvoir... Ça, c'est le fond, je dirais, philosophique de votre démarche. Mais j'en suis persuadé. Mais dans ce livre, il y a autre chose que la démarche philosophique. Bien sûr. Il y a vraiment l'expression d'une politique, d'une volonté très claire sur des propositions sur l'accession, qui vont d'ailleurs être un sujet évidemment essentiel pour vous quand vous serez ministre, mais aussi par rapport aux propriétaires bailleurs, on en reparlera bien sûr. Enfin bon, ça quand même, c'est un livre qui est quand même sous forme de programme. C'est tous les éléments, parce que je pense que on ne peut pas être ministre du logement si on traite un sujet. Le logement, il concerne tout le monde. Il concerne des gens qui vont accéder à la propriété, il concerne des gens qui n'auront pas les moyens d'accéder à la propriété et qui, au mieux, mais on doit leur proposer un logement locatif, digne, bien placé, etc. Et puis vous avez ceux qui n'auront même pas cette cause-là. Et donc vous avez effectivement ces éléments. Qu'est-ce que je fais pour permettre à des jeunes de pouvoir accéder à la propriété? Ça va être le prêt à taux zéro. Qu'est-ce que je fais pour que le logement mobilise des moyens, non seulement des organismes sociaux, mais des investisseurs? Ça va être l'amortissement. Et qu'est-ce que je fais? Et j'ai beaucoup travaillé avec l'abbé Pierre. On a fait ce premier plan de logement d'urgence, de logement d'insertion, où non seulement on donnait un accès à un logement à des gens qui n'en avaient pas et n'auraient pas pu en avoir autrement, et surtout où 10% du budget était consacré à l'aide pour accompagner ces gens, pour pouvoir sortir au bout de un an ou autre. Et donc, on voit bien que le logement, en tout cas c'était ma conception, devait être pris dans son ensemble. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Pierre-André Périssol, deuxième partie, Monsieur le ministre. 95, quelques mois après la publication de ce livre, le président de la République est élu, c'est Jacques Chirac, ce qui tombe bien pour vous, puisque Jacques Chirac vous nomme ministre du Logement. Et donc, c'est un cas, à ma connaissance unique, encore une fois, d'un professionnel du logement qui vient décrire ce qu'il pense qu'il doit être fait, et le voici ministre. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? D'abord, on va parler juste de ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand est-ce le Premier ministre, est-ce le secrétaire général du gouvernement? Comment ça se passe? Qui vous informe que vous allez être ministre? C'est juste à la fin que j'ai été informé, juste avant qu'on l'annonce. Et ce que je ressens, c'est véritablement... En dehors de la fierté, quand même, j'imagine. Oui, une fierté, mais surtout un certain stress dans la nécessité de faire ce que j'avais dit. Et oui, parce que là, vous venez de dire, vous, ce que vous alliez faire. Donc j'ai dit ce que j'allais faire. C'est un petit peu engagé, quelque part. Et donc, je le fais d'abord vis-à-vis de mon administration. Ça se passe comment, ça, par exemple? Parce que c'est peut-être plus facile pour une administration qui voit débarquer, pardon du mot, mais un ministre qui ne connaît pas forcément grand-chose au sujet, donc qui est peut-être plus, alors ne soyons pas méchants, mais enfin peut-être plus malléable, entre guillemets,
qu'un ministre qui connaît bien le sujet, qui sait ce qu'il veut et qui a clairement identifié les sujets sur lesquels il veut intervenir. Absolument. Et quand vous arrivez, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes ministre, vous avez à peu près 20 cm de dossier où on vous dit ce que vous avez à faire. Et lorsque vous ne savez pas vous-même, vous faites ça. Et quand après ça marche pas, vous direz c'est l'administration qui m'a imposé. C'est pas vrai. Si vous savez ce que vous voulez faire, l'administration se plie, va vous accompagner. Et en tout état de cause, là, je l'avais, non seulement je savais ce que j'allais faire, mais en plus je l'avais écrit. Et voilà, et j'avais ce cahier des charges passé entre guillemets avec le président de la République. Oui, donc il fallait que je le mette en œuvre. Voilà, je pense que ça compte beaucoup, j'imagine. C'est essentiel. Pour un ministre d'avoir surtout un ministre du logement, parce qu'on dit toujours à Bercy, en tout cas, que c'est un ministre qui dépense. Oui. Et donc avoir le soutien du président de la République, je pense que c'est quand même très important. C'est très important parce que le problème du logement, c'est que lorsque vous faites des réformes, entre le moment où vous lancez des réformes, lorsque ce sont des réformes structurelles de base, et le moment où ça va porter tous ses fruits, eh bien, c'est tout le temps de réalisation d'un logement, c'est 18 mois au moins, c'est plutôt... C'est souvent le temps d'un ministère, d'ailleurs. Mois, et nous avons eu en tout que 24 mois. Donc, c'est vrai que c'est difficile et il faut le soutien du président de la République. Et vous l'avez eu? Je l'ai eu. Ce qui est vrai, c'est que j'ai rien contre personne, mais évidemment, ça ne venait pas de Bercy. Donc, c'est rare en même temps. Hein, donc ils étaient très réservés. Il y a eu 3 arbitrages du Premier ministre sur le prêt à taux zéro, qui est la première grande réforme que je voulais faire. Et ce prêt à taux zéro, Bercy était contre. Et si j'ai obtenu le fait de le faire, c'est essentiellement parce que j'ai montré que ça n'allait rien coûter. C'est-à-dire que j'avais estimé, lorsque j'avais préparé bien en amont le prêt à taux zéro, j'avais fait des calculs et j'avais estimé que ça tournait autour de 9 milliards de francs. Et j'ai dans le livre, en annexe, il y a 4 aides qui n'avaient plus beaucoup d'efficacité, que j'ai proposé de supprimer et qui venaient compenser. Et ça, Bercy adore, parce que forcément, quand on... Et donc, ils avaient plus beaucoup d'arguments pour empêcher l'affaire. Mais ils en ont essayé d'employer un dernier qui a nécessité l'arbitrage du Premier ministre. Il voulait que ça s'appelle non pas le prêt au zéro, mais le prêt sans intérêt. Oui. Et j'ai trouvé que un prêt à taux zéro parlait beaucoup plus aux gens qu'un prêt sans vraiment d'intérêt. Sans intérêt, en plus, ça peut être à double sens. Exactement. Mais c'était bien pour ça que c'était choisi. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que ce soit un prêt sans intérêt. C'était un prêt à 0%. Et on s'en rappelle plus, mais à l'époque, quand on avait un crédit, c'était à 15%, 14% si on avait vraiment un profil sans aucun risque. Et donc, ça avait un impact très, très fort. Vous avez créé aussi une forme de petite révolution, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais enfin, de transformation très grande. C'est que le monopole du crédit foncier sur les prêts aidés disparaissait de ce fait. J'imagine que vous n'avez pas eu que des amis dans cette décision. Vous savez que j'avais créé le groupe Arcade et que j'avais créé également le Crédit Immobilier de France. Et le Crédit Immobilier de France avait le comonopole avec le crédit foncier. Absolument. Et donc j'ai supprimé ce monopole, y compris à mon ancienne famille. Certes, mais enfin le foncier avait quand même plus de... Oui, mais je peux vous dire que dans mon ancienne famille que j'avais présidée, la première assemblée où j'ai été, c'est toujours dur. Mes successeurs sont sortis. Donc, vous voyez, la vie n'est pas toujours facile. Non. Le crédit foncier aussi. Mais il est évident que le prêt à taux zéro, j'avais les moyens de le faire, mais je n'avais aucun moyen de publicité. Et le fait que chaque banque puisse le faire
fait que ça s'est su immédiatement, ça a eu une portée évidente. C'est un des grands succès d'ailleurs de votre mandat et de vos décisions. Il y a un autre sujet qui porte votre nom parce que la tradition est que on donne le nom du ministre à des dispositifs fiscaux qui ne sont pas d'ailleurs toujours de son fait. En l'occurrence, celui-là, je pense qu'il est quand même de votre fait, parce que vous l'annonciez aussi d'ailleurs dans votre livre en disant qu'il était nécessaire et donc l'amortissement Périsol, disons le mot, même si votre modestie doit en souffrir, ça a été un immense succès. Ça a marché extraordinairement. Ça a été un succès. Alors, j'ai voulu aussi le faire pour avoir une certaine logique, c'est-à-dire que si on aide l'investisseur qui va investir dans une machine, dans une entreprise, il va être défiscalisé. Eh bien, je pense que celui qui investit dans un logement, c'est une machine de la société. Eh bien, il doit être traité avec le même esprit. Je dis pas avec les mêmes quotas, mais j'investis dans l'économie, j'investis dans la construction. Je pense qu'on doit avoir le même type de raisonnement. Et ceci s'est fait à la place d'autres aides qui parlaient moins, mais qui avaient aussi un coût. Donc, certes, ça a eu un coût, mais on a là aussi supprimé d'autres aides et ça a eu une efficacité considérable. Hein. Et parce que la situation n'était pas bonne quand vous avez pris les manettes. Non, la situation n'était pas bonne. La France connaissait la plus grave crise on ait connue sur le plan de la construction. Et donc, il fallait ramener dans ce secteur des gens qui en avaient les moyens. Donc, c'était les acteurs publics. C'était les acteurs privés, individuels. Donc, un jeune couple pouvait à ce moment-là accéder à la propriété avec le prêt à taux zéro. Si je dis un jeune, c'est parce que je pense surtout aux primo-accédants, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas réuni encore des moyens qui leur permettent d'investir. Donc, il faut qu'ils aient un prêt, mais il faut aussi qu'ils aient un apport personnel, ce que le prêt à taux zéro constituait de fait. Pas juridiquement, mais de fait. Et donc, ce sont les jeunes, ce sont les investisseurs à qui il fallait redonner la voie du logement. Il y a eu quand même pas mal de critiques sur cet amortissement, disant que c'était au fond une forme de cadeau fiscal. Vous connaissez d'ailleurs les critiques permanentes, mais on voit bien que à peu près toutes les équipes gouvernementales qui vous ont succédé ont connu des dispositifs d'aide assez proches, alors avec des hauts et des bas, on va dire, et les bas d'ailleurs entraînent en général de fort bas de l'investissement, mais grosso modo tout le monde continue dans cette. C'est-à-dire que on peut dire que c'est le terme de cadeau fiscal. Oui. Je vous rappelle quand même que lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous avez tout un ensemble d'investissements qui sont défiscalisables. Oui, et pas seulement dans le logement. Et pas du tout seulement dans le logement. Oui. Vous investissez dans une entreprise, vous investissez dans l'audiovisuel, vous investissez dans les territoires d'outre-mer, vous avez une défiscalisation. Et donc, le principe même d'investir est traité, on met le logement, j'allais dire, un peu dans la même logique que ce qu'on fait pour d'autres acteurs. L'idée est de faire en sorte que celui qui a réussi à avoir un peu d'épargne l'investisse et n'oublie pas le logement. Alors, outre le PTZ et l'amortissement, quels sont les autres sujets sur lesquels vous avez voulu intervenir, sur lesquels vous êtes heureux d'être intervenu? On parlait de l'abbé Pierre, de la Fondation Abbé Pierre. Je suis très heureux. J'avais la chance, puis d'ailleurs vous connaissiez la proximité du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, avec l'abbé Pierre, et je voulais véritablement qu'on ait une vraie politique pour ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas accès au logement, qui étaient cassés par la vie, qui étaient cassés dans leur famille, etc. Et on a monté le double programme plan d'insertion, plan d'urgence, qui permettait d'avoir des logements qui étaient un lieu où on pouvait remonter dans le train, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient très souvent dans la rue, ou en tout cas cassés, qui pouvaient avoir un logement et
être accompagnés dans ce logement par des associations ou autres pour pouvoir retrouver une vie normale au bout de 6 mois, 1 an, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans. Et l'idée était d'avoir un plan d'urgence et d'insertion qui a été considérable, ça a fait plus de 20 000 logements dans la première année, ce qui est pas rien. Et je me rappellerai toujours de coups de téléphone on avait le premier volet était dans la région Île-de-France. Je téléphonais au maire de Boulogne-Billancourt, au maire de Neuilly, au maire de l'arrondissement du 8e arrondissement pour leur proposer qu'il y ait... Ils ont tous joué le jeu. Et pourquoi ils pouvaient jouer le jeu? Parce que, certes, on avait des logements qui étaient souvent d'ailleurs des reconversions, puisqu'à l'époque, il y avait énormément de locaux de bureaux vacants. Qui étaient vacants. Donc, on a transformé ça en logement. Et surtout, on avait un budget pour que telle ou telle association, et elles se sont toutes attachées à prendre en main la gestion de ces logements, ou plus exactement l'accompagnement de gens qui étaient dans ces logements, pour pouvoir en sortir au bout de 1 an ou autre, et pour pouvoir remonter dans le train d'une vie plus courante. Est-ce qu'il y a un sujet, en revanche, où vous regrettez de ne pas avoir pu faire ce que vous vouliez faire, ce que vous pensiez faire? Très honnêtement, après il y a des petites choses, on aurait voulu le faire un peu peut-être différemment, mais tous ces grands points, j'ai pu le faire, et véritablement, on a fait ça très très vite, puisqu'on l'a fait en 2 ans à peine. Justement, sur on a même réformé les aides à la personne. Oui. On n'avait pas pu le faire, si c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire, c'était pour les étudiants. Oui, c'est un sujet toujours très difficile. Je crois que depuis, ça n'a jamais été réglé. Ça reste un petit sujet un peu difficile. 2 ans, justement, est-ce que vous ne trouvez pas plutôt que souvent la Ve République a créé la stabilité gouvernementale, c'est incontestable, mais la stabilité ministérielle, c'est un autre sujet. Et quand on voit la liste de vos prédécesseurs et de vos successeurs, on voit bien que la durée moyenne de la présence au ministère du Logement est quand même souvent courte. Et est-ce que 2 ans c'est bien? Est-ce que vous trouvez que c'était suffisant? Est-ce que vous dites pas, si j'étais resté 1 an de plus, j'aurais pu faire d'autres choses? Très, très honnêtement, là, ça n'est pas lié à une instabilité ministérielle. Non. Vous savez qu'il y a eu une dissolution. La dissolution a fait changer la majorité, donc il ne pouvait pas y avoir de continuité. Donc c'était pas un changement d'homme, c'était un changement de majorité. C'est Louis Besson qui vous a succédé d'ailleurs, en tant que ministre du Logement. Oui, tout à fait. C'était le Guesso, que nous avons eu le plaisir d'avoir. Guesso et Besson. Absolument. Voilà. Si vous voulez, je pense vraiment que 2 ans c'est court, que j'avais la chance de m'y être préparé, et que on a été installé en juin, et que le 2 octobre, le premier prêt à taux zéro était délivré. C'est-à-dire que très très vite, on a pu mettre ceci en route, et c'est véritablement parce que ça avait été préparé avant. De la même manière, l'amortissement a été fait assez vite, et donc parce que on s'était préparé avant, parce que, encore une fois, on n'allait pas lancer des dépenses incontrôlées, parce que il y avait une véritable, je pense, logique. Jacques Chirac s'était approprié ces réformes. Il l'avait d'ailleurs, y compris dans le débat entre les 2 tours avec Lionel Jospin, il avait avancé son prêt à taux zéro, qui avait beaucoup étonné ses adversaires qui ne connaissaient pas. Et donc, il fallait vraiment le faire. Et il s'y est vraiment engagé. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Pierre-André Périssol, 3e partie, après le ministère. Si vous aviez un conseil à donner à vos successeurs, ou votre successeuse actuelle, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme ministre, pour
l'action ministérielle? D'abord, je me permettrai pas de donner des conseils. Ce que je pense, alors ça c'est pas lié à mes successeurs, mais le plan politique, le logement, je pense qu'il est essentiel dans la société et qu'il n'est pas, sur le plan politique, suffisamment reconnu. Ça. D'ailleurs, demander aux gens qui est ministre du logement aujourd'hui, je ne suis pas sûr que... Pas plus qu'hier, il faut bien l'avouer, soyez honnêtes. Voilà. Deuxièmement, ce sont souvent des ministères qui sont des ministères, des secrétaires d'État, des ministères délégués, intégrés dans un ministère plus large. Donc, ils n'ont pas suffisamment de visibilité. Je dis pas ça pour se mettre en avant. Je dis lorsque un secteur est fondamental pour la société, il faut que les Français, enfin tout notre pays puisse se l'approprier. Et vous ne vous l'appropriez que si vous voyez un peu la politique. Vous avez d'ailleurs, je crois, vous-même d'abord ministre de plein exercice, puis ensuite délégué auprès. Absolument. Alors cela étant, je l'étais avec je pense qu'il n'avait pas de sujet avec vous. Voilà, occupé, absolument. Donc ça n'a très bien passé. Oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le ministère du logement soit reconnu en tant que tel. Or, c'est un élément majeur dans la société. Je le disais, c'est pas un problème seulement économique. C'est la sécurité dans une société, le fait pour des jeunes d'avoir confiance en la capacité de se construire un avenir. Ça passe par le logement. C'est comme ça. Et je pense que on souffre de ne pas avoir une reconnaissance du logement suffisamment. Est-ce que c'est pas un ministère un petit peu dangereux aussi pour des politiques de premier plan? Oui. Si sont face au problème du mal logement, bien sûr, mais c'est parce que c'est dangereux qu'il faut y aller, parce que si vous n'allez que dans les endroits, ça, il faut le dire à ceux qui sont candidats éventuellement. Mais je suis persuadé qu'il faut aller dans ces secteurs-là. Et c'est encore une fois. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de faire cette série-là. D'abord pour rendre hommage aux politiques qui se sont investis très fortement dans ce secteur-là, ce qui me paraît bien normal de le faire, et à ceux qui, comme vous, avaient des convictions très claires, qui les ont édictées et qui les ont mises en œuvre. C'est pas si rare que ça, mais enfin c'est bien de le souligner quand c'est fait. Écoutez, en tout cas, c'est vrai. Vous savez, j'ai dit, on s'en rappelle plus. Mais j'ai eu une très violente opposition de la part de l'opposition, mais j'ai pas eu vraiment beaucoup de soutien très fort de la part. C'est, me dit-on, parfois le cas encore, vous savez, je crois. Et ce qui est très difficile, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, entre le moment où vous faites une réforme et le moment où, dans le secteur du logement, elle se concrétise par la production de logements, par une relance de l'activité économique, etc. Il se passe au moins 18 mois à 2 ans. Et donc, c'est le successeur qui éventuellement recueille. Et donc, on vous reconnaît à titre posthume. Et c'est déjà pas mal. À titre posthume. Vous voyez, par exemple, dans le secteur de l'amortissement, vous vous rappeliez qu'on avait donné mon nom, toute l'opposition de l'époque avait juré ses grands dieux que ça serait abandonné le jour où ils prendraient le pouvoir. Le jour où ils ont pris le pouvoir, non seulement ils l'ont pas abandonné, ils ont ajusté tel ou tel paramètre et ils ont mis leur nom. C'est très bien d'ailleurs, j'en suis ravi. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en charge d'un ministère et que on a beaucoup de difficultés à au moins être soutenu, alors au moins j'avais le soutien du chef de l'État. Mais la vie quotidienne n'est pas toujours très simple et on se dit de temps en temps, on a la faiblesse de penser que si on pouvait être un peu mieux soutenu. Oui, on a toujours le droit de rêver. On a toujours le droit de rêver. Alors justement, parlons rêve ou au contraire réalité. Vous quittez ce ministère en 1997. Comment ça se passe quand on a été 2 ans dans l'action très très concrète et puis un ministre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne chôme pas. Ça va de congrès on va pas parler de votre emploi du temps surchargé, mais on l'imagine très très bien.
Comment ça se passe quand on serre la main de son successeur et qu'on s'en va? Très honnêtement, il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Encore une fois, il ne m'avait rien fait. Non, je parlais pas de votre successeur, mais je parlais du fait de quitter la non, responsabilité. Mais évidemment, j'aurais préféré encore continuer, bien entendu. Mais je pense que véritablement, voilà, j'avais vu Guessot, qui était le ministre en charge de l'équipement, donc du logement. Voilà, je leur ai souhaité vraiment de tout cœur bonne chance. Alors, il y a quand même un après, puisqu'on quitte son ministère, voilà. Alors, vous étiez déjà maire de Moulins. Je suis élu maire de Moulins en 1995. Donc, vous revenez dans votre bonne ville, si j'ose dire. Oui. Et alors, moi, j'ai un petit faible, je vais le dire. J'ai pas honte de le dire, pour cette ville que j'ai un peu connue il y a, on va pas dire exactement quand, mais avant que vous soyez maire, et qui a extraordinairement changé. Donc, je pense que c'est un autre défi assez intéressant pour un homme d'action, comme vous disiez, de se retrouver dans une ville où il y a quand même un peu de travail. Beaucoup de travail et surtout. Vous savez, Moulins a été la deuxième capitale de la France. Ça remonte à 5 siècles. Voilà. C'est pas hier. Mais les Bourbons, le Bourbonnais. C'est la capitale du Bourbonnais. 2 régences ont été faites à Moulins. Et ça a été, comme je le dis, la deuxième. En fait, depuis, elle s'est un petit peu endormie. Exactement. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que cette ville au cœur de la France, au cœur du bassin charolais, qui était la Rolls de l'élevage bovin, avec un patrimoine culturel, historique, de très grande valeur. Mon premier souci, ça a été de dire, depuis cette ville qui a été vraiment, encore une fois, au cœur du royaume de France, qui est un peu reculé sur les bancs de la classe, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner confiance? Parce que je suis persuadé qu'une ville, une population urbaine, c'est comme une équipe de foot. Si quand elle met le maillot dans le vestiaire, elle pense qu'elle va perdre, c'est même pas la peine qu'elle aille jouer. Oui. Et donc, si le capitaine de l'équipe n'y croit pas non plus, c'est foutu. Donc, il faut absolument redonner confiance. Et vous évoquiez dans ce que nous avons pu réaliser, j'ai obtenu vraiment le ministère de la Culture de l'époque a fait un pari en décidant d'installer à Moulins le Centre national du costume de scène, c'est-à-dire d'y mettre toutes les collections de l'Opéra de Paris, de la Comédie Française, de toutes les scènes publiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait, c'était une très très belle caserne, oui, qui était essentielle dans la défense du royaume de France, parce que c'était la cavalerie au cœur de... Elle a été, je pense, cédée pour un franc symbolique à mes prédécesseurs, la ville de Moulins, pour la détruire. Ce qui aurait été dommage parce que c'est un très mes très beau prédécesseurs commencent et détruisent une aile, une deuxième aile, et ils attaquent le bâtiment principal lorsque le ministre de la Culture est alerté sur le fait que les escaliers sont les premières réalisations en pierre armée. Et donc, depuis 1984, c'était une friche éventrée et tout était derrière une palissade. Et ce qui symboliquement n'est pas enthousiasmant. C'est ouvert en 2006. Et donc, je demande une chose au ministère de l'Agriculture. Je dis voilà, 1984-2006. Ça fait très longtemps que les Moulinois ne voient qu'une palissade. Ah oui. La seule chose que je vous demande, on fait 8 jours de porte ouverte, et comme ça, ils vont venir sur la propriété. Et ce qui m'avait toujours marqué, c'est qu'on avait mis des petits cahiers à la sortie où les gens mettaient ce qu'ils avaient ressenti. Et ce qui est mais vraiment, le plus revenu, c'était merci, vous nous avez rendu notre fierté. Le merci n'était pas à moi, il était collectif, c'était vraiment les gouvernements successifs. Il y a eu 6 ministres de la Culture de gauche, de droite, qui ont tenu là-dessus. Et c'est extraordinaire parce que je trouve que depuis, il a été classé premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Et c'est extraordinaire comment on peut
avec la culture, avoir une vraie décentralisation et permettre à une ville moyenne de retrouver sa fierté, de retrouver une visibilité, une attractivité, avec quelque chose qui n'a privé Paris de rien du tout, puisqu'ils étaient au 6e sous-sol de l'Opéra et dans des hangars. Et au contraire, qui accroissent la visibilité formidable. Moi, j'ai juste une expérience personnelle de visiteur de ce centre qui est absolument magnifique, et j'invite tous nos auditeurs à se rendre à Moulins. Vraiment, ça vaut le voyage. Selon je ne sais pas si Michelin a mis 3 étoiles, mais moi je mets 3 étoiles parce que vraiment, d'abord les expositions se renouvellent très fréquemment. Donc même si on y a été il y a 2 ans, on peut. Alors hélas, en ce moment, on ne peut pas y aller, mais on espère que dans un futur très proche, on pourra s'y rendre. C'est vraiment une très très belle réalisation, et c'est passionnant parce qu'on voit des costumes qui ont été portés. Donc il y a une forme d'incarnation de personnes qui sont disparues maintenant depuis parfois des siècles d'ailleurs, mais dont le costume fait revivre quelque part la vie, l'action, le temps, et tout ça dans une scénographie qui est toujours remarquable. Vraiment, bravo. En matière de logement aussi, à Moulins, vous avez travailler, parce que j'imagine qu'une ville moyenne de ce type-là a des spécificités, j'imagine. On a une spécificité sur le logement, et qui est liée aussi au commerce. C'est-à-dire que on est une ville moyenne, on est le cœur de la ville, c'est en fait le cœur de l'agglomération, et véritablement ce sur quoi je me suis mobilisé depuis 2005, c'est de voir comment faire en sorte d'avoir un cœur de ville et un cœur d'agglomération qui soit vivant. Pour cela, c'est le grand défi. Le commerce est un enjeu majeur. Et parce qu'à Moulins comme ailleurs, j'imagine qu'il y a de grands centres commerciaux extérieurs. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait pour que le centre vive, ce qui est fondamental. Au-delà de ce qui peut se passer avec la périphérie, on a dans ces centres-villes, dans tout le cœur de la ville, vous avez un commerce, il y avait un escalier qui menait au premier étage qui était l'entrepôt, des matériels qui étaient vendus au rez-de-chaussée, et puis vous aviez au second le logement du commerçant. Évidemment, le commerçant ne loge plus là. Pour étendre son commerce, il a souvent cassé l'escalier, donc on peut même pas y monter. Et donc on a toute une politique foncière qui consiste à racheter l'immeuble et à pouvoir, quand on en a, aujourd'hui on en a par exemple 3 côte à côte, eh bien on arrive comme ça à avoir une politique commerciale, d'avoir des commerces plus fonctionnels, et de mettre au-dessus 3, 4 ménages qui peuvent venir. Donc il y a une politique de commerce liée à une politique de logement qui est fondamentale pour faire vivre et faire battre le cœur de la ville. Je constate que, on va pas compter le nombre d'années, mais après votre sortie de l'école polytechnique où vous vouliez vraiment construire et vraiment agir, j'ai l'impression que le bilan est positif, en tout cas que vous avez été fidèle à cet engagement ou à cette volonté du début de votre vie professionnelle. Écoutez, oui, parce que c'est ça c'est mon carburant. Vous savez, la vie d'un élu n'est pas toujours facile. Je veux dire, par exemple, un mandat parlementaire, il n'est pas forcément renouvelé ou sanctionné en fonction de votre personne. Non, il y a des événements extérieurs qui font que vous êtes dans une vague porteuse ou au contraire. Le mandat d'élu municipal est un mandat où vous êtes beaucoup plus jugé sur ce que vous avez fait, sur vous-même, et donc c'est quelque chose de très positif, de très nourrissant, si vous voulez. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est un pays où les choses vont lentement, et où donc, lorsque vous voulez avoir une action qui s'inscrit dans le temps, il faut le faire. J'ai toujours ce souvenir, parce que quand j'étais dans une ville nouvelle, qui était à l'époque un champ, à part la ville de Trappes, tout le reste c'était des agriculteurs, et on avait 2 termes. Le premier, c'était 2 ans. 2 ans, c'était le présent.
C'est ce qu'on faisait, que les gens voyaient. Et on avait 15 ans, parce qu'à l'époque, on avait la naïveté de croire qu'en 15 ans, la ville serait finie. Ça a pris un peu plus de temps. Oui. Mais peu importe. Ce qui est très intéressant et qui m'a vraiment formé, c'est d'avoir se fixer comme terme un long terme. Puisqu'un mandat d'élu, c'est 6 ans et on fait aujourd'hui les choses beaucoup plus lentement qu'on pouvait les faire. C'est plus complexe. Lorsqu'on faisait des villes nouvelles. Et donc, il faut s'inscrire dans un terme long si on veut véritablement changer un territoire. Et c'est pas ce qui est le plus facile, parce que par définition, avant que les gens voient la réalité, il se passe du temps. Alors le temps, 2 ans ministre du Logement, mais maintenant de très nombreuses années maire de Moulins, et il me semble, encore une fois, pour toute personne qui s'y rend et qui ne connaissait pas la ville avant, que vraiment les choses ont changé. Merci Pierre-André Périssol. Eh bien merci, et puis vous m'invitez à souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viendront à Moulins. On les y invite. On les accueillera volontiers. Merci à vous. Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.